Qu'est-ce que l'engagement? Est-ce que c'est quelque chose qui vient avec le temps ou bien naît-on engagé? Est-ce que la manière dont je m'habille, ce que je poste sur les réseaux sociaux, ce que je like, en sont également une forme? Je suis allée à la rencontre de 3 personnes toutes engagées de manière différente dans un parti politique. L'objectif n'est pas ici de mettre en avant un parti ou une personnalité, mais des personnes qui ne sont pas en tête de liste ou qui ne font pas de politique et de comprendre pourquoi est-ce qu'ils s'engagent. Je m'appelle Ilona, je suis étudiante à Sciences Po Aix en Master 1 et je suis militante depuis 2023. Je milite à Sciences Po au sein de Sciences Populaires. Alors moi c'est Noé Guigonnet, j'ai 21 ans et je suis étudiant en double licence droit et économie à Aix-Marseille Université et je suis aussi engagé sur ma commune pour les élections municipales notamment. Donc je suis Raphaël Rubio, je suis professeur de philosophie, écrivain. J'ai écrit 7 livres, aussi bien de la BD, de la poésie, des essais, des articles d'ordre philosophique aussi. Je réalise aussi, je suis dans le domaine un peu artistique, donc j'organise le salon du livre à Simiane-Collongue et puis avec des amis réalisateurs, poètes. On organise des performances aussi artistiques et puis ne serait-ce que on met en espace par exemple les textes à Avignon. Voilà. Pour comprendre cet engagement, il faut d'abord connaître le rapport qu'ont nos 3 interviewés avec la politique. Comprendre comment et pourquoi est-ce qu'ils se sont intéressés à ces sujets. Cet engagement n'est pas né de la même manière chez ces 3 personnes. Ceci est certainement lié à un patrimoine familial et culturel différent. Et quel moment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à la politique? Oh, ça remonte, j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là au collège. En 4e ou en 3e, c'était plus la géopolitique à ce moment-là. Et puis la politique et les sujets nationaux sont venus un peu après au lycée. Et j'ai concrétisé cet engagement à mes 18 ans. Quasiment depuis toujours. Alors je sais que depuis toujours c'est quelque chose qu'il faut pas dire. Parce que je dis aux élèves, vous dites jamais depuis toujours l'homme a je ne sais trop quoi. Mais depuis sa tendre enfance, Raphaël Rubio a été bercé par la politique. C'est un héritage familial. Mon père est pied noir et donc je suis quelque part le fruit d'événements historiques, d'événements politiques, puisque je n'aurais tout simplement jamais existé s'il n'y avait pas eu les événements, la guerre d'Algérie. C'est un pied noir qui a été marqué donc dans sa chair par l'exil. Et pour moi, la politique, c'est une façon de se reconnecter au réel, de s'enraciner quelque part pour défendre justement le bien commun. Donc je le porte un tout petit peu dans mon ADN. Le réel nous rattrape, mais il faut garder au fond de soi cette espérance. J'ai commencé à m'intéresser à la politique au fin lycée, je dirais. Mais à ce moment-là, j'étais pas vraiment politisée, mais il commençait à y avoir un peu les discussions sur les élections présidentielles. Et j'ai commencé à vraiment m'y intéresser pendant que j'étais en prépa, en 2022, pendant les élections. Parce que c'était, on va dire, l'ébullition un peu du contexte politique qui a fait que j'ai commencé à lire les programmes et à vachement m'y intéresser. Des discussions que j'ai pu avoir avec des amis ou des camarades de classe est née cette seconde partie. Peut-on entretenir une relation amicale ou amoureuse avec une personne qui n'est pas du même bord politique? Est-ce une condition sine qua non à la naissance d'une relation? C'est la question que j'ai pu leur poser. Est-ce que tu penses qu'il est possible d'entretenir une relation, que ce soit amicale, amoureuse, ou peu importe, avec une personne qui n'a pas les mêmes opinions politiques? Oui. Jusqu'à Jusqu'à quelle limite? S'il y a une limite? Non. Jusqu'à la limite, c'est je vais pas te ressortir Bourdieu, malheureusement. Alors, heureusement, la République, c'est de pouvoir faire le pas de côté, de pouvoir échapper au déterminisme tel qu'il est décrit par Bourdieu. Alors, pour un peu plus d'explication, on a un capital social, on a un capital culturel, et généralement, c'est vrai que si on regarde la dichotomie droite-gauche, si elle veut dire encore quelque chose aujourd'hui, mais si on le regarde par rapport au salaire irrationnel, si on l'observe d'un peu plus près en fonction du patrimoine, comme par hasard, hop, le tableau redevient cohérent.
Selon Bourdieu, les individus possèdent 4 capitaux qui influencent leur position dans la société et leur permettent de tirer avantage de différentes situations. D'abord, le capital culturel qui renvoie à l'ensemble des connaissances, compétences et habitudes acquises par l'individu au cours de sa vie. Ensuite, le capital économique qui renvoie à l'ensemble des ressources financières et matérielles de l'individu. Le capital social qui fait référence à l'ensemble des relations sociales. Et enfin, le capital symbolique qui renvoie à la connaissance sociale et à la légitimité dont jouit un individu au sein de la société. Mais la République, c'est, justement, je l'ai dit, cette capacité rationnelle, là, pour le coup, émotionnelle aussi, c'est vrai, à faire le pas de côté et à pouvoir se démarquer et à pouvoir explorer les idées politiques, les marges et à s'affirmer. C'est une belle chose justement d'être en couple avec une personne qui ne partage pas ses idées politiques. Ce que je voudrais dire, c'est l'enrichissement personnel, tout simplement. C'est le fait de ne jamais être fermé, de pouvoir évoluer. Après, comme je me suis engagé par romantisme, c'est bien d'être soutenu dans nos activités. Par exemple, vendredi prochain, je vais faire une sensibilisation dans le cadre de l'association au lycée Vauvenargues sur le masculinisme toxique. J'ai des idées politiques, en tout cas j'ai un positionnement politique qui peut-être correspond pas nécessairement à ceux qui parlent tous les jours de masculinisme toxique, et pourtant c'est une réalité. Je ne m'empêche en rien. C'est-à-dire que les privilèges en République, et notamment dans la République des idées, n'existent pas. Donc je me donne le droit, comme je viens de le dire, d'explorer et de finalement picorer un tout petit peu l'ensemble des idées. J'ai fait mon mémoire de sciences politiques sur le droit à l'Union soviétique. Bon, j'ai aussi fait un mémoire sur 2 penseurs d'extrême droite, auxquels je ne partage rien du tout, Maurice Barrès et Gabriele D'Annunzio. Donc essayer les faux jumeaux de la pensée. Je lis Trotsky. J'ai une admiration profonde pour l'écriture de Lénine. J'ai les œuvres chez moi. Je suis fan, par romantisme, de Benjamin Constant et d'Alexis de Tocqueville, parce que je suis plutôt tocquevillien. Je ne m'interdis absolument rien. Et je crois qu'il faut tomber sur une personne qui nous accompagne dans ces démarches-là, qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit en termes d'action. Voilà. Oui, et d'ailleurs, j'ose espérer qu'on n'est pas amis ni amoureux des gens pour leur bord politique, sinon on aurait des relations bien mortes et bien tristes, non? Et puis c'est le principe du débat. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas du même bord politique que moi, pour ne pas dire que j'ai que des amis qui ne sont pas du même bord politique que moi. Je débat avec eux, je sais pas forcément de les convaincre parce qu'on parle aussi d'autre chose que de politique. C'est le principe des amis, on a des centres d'intérêt communs, on parle de politique parfois, même si on n'a pas le même avis, c'est le principe des amis. Et pour les relations amoureuses, c'est pareil à mon avis, il est tout à fait possible d'entretenir des relations avec des gens qui sont pas du même bord, et encore heureux que c'est possible, et ça a toujours été possible, et j'espère que ça le sera encore pendant longtemps. Donc, je pense que c'est compliqué. Je pense pas que ce soit impossible, mais en fait, au-delà du bord politique, c'est une question de valeurs individuelles, de valeurs humaines. Donc, je pense que c'est mieux si on a des valeurs semblables. Moi, je pense que pour les relations amoureuses, c'est vraiment un critère essentiel, qu'il ait le même bord politique que moi. Pour tout ce qui est amicaux, je dirais que pour vraiment des amis très importants, je pense que ça reste important parce que c'est juste partager une vision du monde commune et partager des valeurs humaines, même si le débat est important. Selon vous, est-ce qu'il est important de s'intéresser à la politique? Alors je pense que c'est plus qu'important, c'est primordial. La politique, c'est véritablement, c'est ce qui va régir tout notre quotidien, mine de rien. Quand on y pense, la politique, c'est tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on ne peut pas faire, toutes les réglementations, tout ce qui est facile ou plus compliqué de faire, c'est régi par une loi ou par un règlement. Donc c'est régi par un politique, au fond, un député ou un ministre qui prend son arrêté ministériel.
un maire aussi, c'est pareil pour les élections locales et pour les municipalités, pour les départements, c'est pareil. Toutes les aides, les subventions qu'on va obtenir, c'est départemental, c'est régional, c'est métropolitain. Tout est quasiment, je dirais que, et je déborde un peu sur peut-être une question que vous allez me poser, mais je dirais que tout est politique, ou quasiment tout est politique, et il est primordial de s'intéresser à la politique, ne serait-ce que pour avoir un impact sur ce qu'on veut de notre pays, ce qu'on veut de notre commune, ce qu'on veut de notre département, etc. Et pour moi, c'est primordial de s'intéresser à la politique. Il est vital en démocratie de s'intéresser à la politique, parce que alors, la politique, ou du moins à l'objet politique, au politique, le politique lui-même, qui est cette idée qui consiste à orienter les actions, y compris dans le domaine privé, vers le bien commun, vers le bien de tous. Cette capacité à se déprendre de soi-même, justement, pour essayer de dire, bon, j'ai mes intérêts, j'ai des intérêts émotionnels, j'ai des intérêts particuliers, j'ai des intérêts économiques, sociaux. Ok. Et mon authenticité là-dedans, moi là-dedans, qui je suis. Mais surtout, essayer de dépasser ces petits intérêts. C'est ça, s'émanciper. C'est accéder à la sphère publique, se dire, bon, maintenant, certes, j'ai tel ou tel intérêt à défendre. Ok. Mais l'intérêt commun, l'intérêt de tous, c'est lequel? Et s'il faut sacrifier quelque chose, c'est là où il y a du romantisme. Je le sacrifie. C'est-à-dire que le citoyen Raphaël Rubio n'est pas l'individu privé, Raphaël Rubio, avec ses origines. Et le problème aujourd'hui, c'est peut-être qu'on est beaucoup trop dans le biopolitique, c'est-à-dire que le champ politique va être structuré par qui je suis d'abord en termes religieux, qui je suis d'abord en termes, pourquoi pas, ethniques, ou la façon dont j'apparais. Et là, c'est la mort du politique. Donc cet espace de rationalité, d'émancipation, de parole libre, elle est vitale. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'en politique aussi, nous avons des comportements qui ne sont pas des comportements vertueux. C'est-à-dire que pour accéder au pouvoir, tout ce que je viens de dire là, c'est la messe républicaine. Alors j'y crois profondément parce que sinon, je fais autre chose. Mais l'accès au pouvoir conditionne une attitude qui est une attitude de manipulation, qui est une attitude de faux semblant, où il faut être un peu médiocre. Et donc, quand on regarde le tableau de certains hommes politiques, où il faut pas hésiter quelque part à nier ses valeurs, à être traître. C'est Jean-Claude Godin qui disait, qui n'était pas du tout un traître, mais qui disait lorsque je dis jamais, ça veut dire pas aujourd'hui. Alors oui, c'est machiavélien. Ça me désole. Voilà. Moi, je crois en l'honneur, je crois en la parole donnée, je crois en un idéal de liberté, d'émancipation. Il y a des actes que je ne poserai pas. Il y a des comportements que je ne réaliserai jamais et que d'autres réalisent au nom de mes valeurs. Donc l'autorité est importante parce que c'est son rayonnement, c'est votre rayonnement personnel. Je pense que le pouvoir, à un moment donné, il faudra s'en débarrasser. Carrément. Je suis pas anarchiste, mais il y a une réflexion à avoir sur ou alors il faut l'anesthésier. Et pour l'anesthésier, il faut que ça tourne. Donc il faut s'intéresser à l'objet politique. Oui, à l'objet politique lui-même. Pour moi, l'engagement, c'est vraiment en fait sortir du statut de spectateur et de spectatrice. Je pense l'engagement, c'est en fait prendre la situation et vraiment vouloir agir dessus. C'est-à-dire ne pas rester sur le constat et en fait essayer d'agir et comment en essayant de chercher quel groupe il y a près de chez toi ou ce genre de truc, ou même essayer de réfléchir à quel mode d'action tu peux adopter. Je pense que c'est ça l'engagement. Après, c'est vrai que la conscientisation, c'est la première étape de l'engagement et c'est important de le noter. Mais je pense que ce qui vraiment distingue la conviction politique de l'engagement, c'est vraiment le passage à l'action. Qu'est-ce que l'engagement ? L'engagement, c'est plusieurs formes. D'ailleurs, je pense que l'engagement, c'est d'abord un engagement pour une cause ou pour des valeurs que l'on défend. On s'engage parce qu'on défend des valeurs, parce qu'on défend une cause.
on s'engage pas forcément en politique, ça c'est une forme d'engagement. On peut s'engager dans des associations, on peut s'engager dans les associations, on peut s'engager dans des choses qui n'ont parfois même aucun rapport avec la vie publique. Quand on s'engage dans une association sportive, c'est une forme d'engagement on va se forcer à faire des choses, à faire des matchs de foot par exemple dans une association sportive. Et on peut s'engager aussi en politique, bien sûr. Mais l'engagement, c'est défendre des valeurs ou des causes qui nous sont chères, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Est-ce que tu penses qu'on peut faire changer d'avis une personne qui a des convictions, et est-ce que c'est l'objectif même de l'engagement? Je pense que oui. Et je pense que c'est l'objectif en soi de l'engagement, c'est convaincre les gens. Et je pense que, honnêtement, des personnes peuvent changer d'avis, et je pense même que c'est bien sur certains sujets d'évoluer. Enfin, je pense qu'on évolue tous d'ailleurs je pense qu'on évolue tous sur certains sujets. Donc oui, je pense que c'est le moteur de l'action, et honnêtement, j'ai pu voir, dans mon expérience militante, notamment à Sciences Po au sein de mon collectif Sciences Populaires, ou même dans mon militantisme extérieur, j'ai pu convaincre des gens qui étaient pas forcément d'accord avec moi, qui étaient peut-être au début récalcitrants. Donc je pense que c'est possible, mais ça prend du temps parce que ça passe aussi par l'éducation. Souvent c'est de l'ignorance, et c'est essayer de déconstruire petit à petit des préconçus. Et après, quand c'est une question d'opinion pure, c'est un peu plus compliqué, mais en vrai, avec le débat, je pense que c'est toujours possible. Une personne qui a des convictions, c'est compliqué parce qu'une personne qui a des convictions va être plus propice à s'engager pour défendre ses convictions, surtout si les convictions qu'elle a sont fortes. Donc est-ce que l'objectif c'est de convaincre ces gens-là? Pas forcément. L'objectif d'un engagement politique, ça va être de proposer quelque chose pour les citoyens, pour les gens. Je suis engagé dans les élections municipales à Simiane. L'objectif c'est de proposer un projet cohérent et clair, et efficace et efficient pour les Simianais, pour gérer au mieux la commune et pour présenter une vision d'avenir de la commune. À partir de là, il y a des gens qu'on ne va jamais convaincre. Mes adversaires politiques qui sont aussi engagés sur des listes concurrentes à la mienne, c'est pas l'objectif de les convaincre. Il y a aucune chance, ils ne voteront jamais pour nous. Et c'est pas l'objectif en soi. L'objectif, c'est de convaincre cette majorité silencieuse de gens qui ne s'engagent pas forcément en politique, mais qui s'intéressent ou pas d'ailleurs aux décisions politiques et aux décisions d'administration d'une commune pour parler des élections municipales. Donc non, c'est ces personnes-là qu'il faut convaincre, mais c'est pas les gens qui ont des convictions fortes et qui sont déjà engagés qu'on va réussir à convaincre. C'est les gens qui sont engagés déjà sont beaucoup plus difficiles à convaincre, voire impossibles, et c'est pas le but de l'engagement de convaincre ces gens. Est-ce que tu penses que tout est politique? Non. Non. Il y a quelques années, je t'aurais dit oui. Ou quand j'avais ton âge et que je militais dans les syndicats de gauche, je ne cache pas, moi je suis j'ai fait à l'époque. Je pensais que bien sûr que tout est politique. J'avais lu Foucault où il faut se battre contre le micro-pouvoir et ne pas faire la vaisselle, c'est politique. Oui, mais pas tel qu'on le pense. Je fais quand même la distinction, je disais tout à l'heure, entre le domaine privé et le domaine public. Cependant, la politique, elle est surplombante. Elle est architectonique. C'est la politique qui va conditionner ce que tu vas faire dans le privé. C'est pas un acte politique immédiat d'aller boire un verre. C'est un acte culturel. Mais si tu as mis en pratique déjà tes idées politiques, s'il existe un système qui fait que tu as toujours la possibilité de dire non ou de faire autre chose, y compris dans ta vie privée, ça devient in fine politique. Et je peux te dire l'inverse aussi. Et c'est le film. Je peux te dire qu'en réalité, la production de la vie, la production politique, elle est quotidienne. Et donc la politique, elle est plus architectonique, elle est plus surplombante. Ça devient finalement l'émanation de notre mode de vie. Et si demain je fais pas la vaisselle, et si demain je vais pas chercher des enfants, finalement, on va avoir un système politique et des idées politiques qui vont inférioriser, en particulier par exemple les femmes. C'est une affaire de résonance. Tout acte a une résonance, finalement. Ce que je veux te dire, c'est que c'est pas la politique, c'est la conscience. Tout acte doit être posé en conscience et en détermination. Ça oui, c'est la responsabilité morale. Et responsabilité,
c'est un très très beau mot parce que ça vient de la racine sponsa. Ça veut dire épouser. Épouser, ça veut dire prendre soin. Donc finalement, je pense que c'est bête, hein. C'est très à la mode, mais j'y crois, c'est dommage. C'est l'éthique du soin. Voilà. Si tu prends soin finalement des animaux, si tu prends soin de la nature, si tu prends soin de toi, si tu prends soin de ton esprit, si tu prends soin de ton corps, si tu prends soin de tes enfants, de tes compagnons, si dans la bienveillance, le monde va changer. Oui, moi je pense que tout est politique. Et je pense que le fait de dire que tout n'est pas politique, c'est vraiment... En fait, c'est parce que la société a voulu nous dépolitiser. Bon, ça c'est très grand historique de l'ère néolibérale, etc. Mais en fait, la société a voulu nous faire croire que la société dans laquelle on vit est une norme et n'est pas politique. Alors que le capitalisme, c'est politique, ça vient d'un projet politique. Le néolibéralisme, c'est une conviction politique. Même si on a voulu nous faire croire que c'est une norme sociale et que c'est, on va dire, les bases même de notre société, je pense que tout est politique. Et même si on prend, par exemple, le sport, voilà, le sport, ça peut être aussi un véhicule d'idées identitaires, d'idées d'extrême droite, comme de gauche. L'art, on a voulu nous faire croire que l'art du style Beaux-Arts, donc l'art qui date du Moyen-Âge, qui date de la Renaissance, on a voulu nous faire croire que ce n'était pas politique, alors que c'était commandé par le politique, ou par des mécènes. Donc en fait, je pense que tout est politique et c'est en fait juste le regard qu'on va porter sur cette chose. Mais je pense que oui, la chose politique, elle est de partout. Et il faut juste savoir la remarquer et savoir aussi aller au-delà de la simple apparence, en fait. Est-ce que tout est politique? Quasiment tout. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on ne peut pas faire, toutes les politiques qui vont régir notre vie quotidienne va être décidée à un moment, quand on remonte la chaîne, par un élu. Conseiller municipal, député, maire, conseil départemental, régional, etc. Tout est in fine décidé par un élu. Maintenant, pourquoi tout est politique? Parce qu'il faut des règles pour régir notre vie en société, pour régir notre quotidien. On ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est une affirmation logique, mais c'est une affirmation qui est réelle. On ne peut pas faire ce qu'on veut, et ces règles-là, elles viennent, entre guillemets, elles viennent normalement refléter les opinions des gens. Et c'est le politique, d'ailleurs, c'est d'ailleurs le fond de la politique, finalement, c'est d'aller prendre les idées des gens pour en faire des règles. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout est politique, parce que les politiques, pour régir ce qu'on a le droit de faire ou pas, pour régir notre quotidien, ils viennent s'inspirer des idées des gens, ils viennent en faire des lois pour simplifier. Et c'est dans ça que tout est politique. C'est parce que toutes les règles, elles partent des idées des citoyens, et tout est décidé par des élus qui représentent le peuple. Donc à partir de là, tout est politique. Si tu devais expliquer la politique à un enfant ou une personne qui ne s'y intéresse pas, dans le but qu'il s'y intéresse, parce que tu as dit au début que c'était important de s'y intéresser, qu'est-ce que tu lui dirais? Un enfant, justement, je lui dirais... En tant que prof. Ouais, en tant que prof, le souci. Souciez-vous des autres et souciez-vous de vous. C'est vraiment cette éthique du souci. Regarde, tu as ta petite copine qui est en train de pleurer parce que on l'a harcelée. Soucie-toi d'elle. Va la voir. J'ai pas dit va prendre les harceleurs et puis point, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Va parler. Développe. Sois toujours à l'écoute. N'hésite jamais à dire les choses. La politique, c'est vraiment, au départ, c'est vraiment ça. C'est l'art de la parole. Et la parole performante. La parole qui agit. La parole qui structure. Donc, je dirais, sois à l'écoute de tout. Sois attentif à tout. Sois curieux de tout. Et si tu es curieux de tout, et si tu prends soin de toi, des autres, si tu as de belles valeurs, ça commence comme ça, tu seras porté par une force qui va, comme dirait, je crois que c'est Jaurès qui dit ça, tu seras porté par quelque chose. Et donc, écoute-toi. Et surtout, vraiment c'est ça. Aime sans mesure.
Voilà. Aime sans mesure et engage-toi sans mesure et puis tant pis, tu seras déçu, mais c'est pas grave. Il faut pas être comme les autres. Toi, change pas. Bon, moi, en règle générale, quand j'essaye d'expliquer la politique à une personne qui s'y intéresse pas du tout, je pars d'un panorama général en disant que la politique, c'est les partis politiques, mais c'est pas que ça. Déjà, je pense que c'est important de rappeler ça, dans le sens où, en fait, les personnes qui sont pas forcément intéressées, en fait, ils ont que le prisme des élections, alors que, en fait, c'est dommage, parce que la politique, on peut vraiment militer de diverses façons. Et ce que j'explique aussi, c'est, on va dire, les orientations. Donc, être de gauche, qu'est-ce que c'est? Être de droite, qu'est-ce que c'est? Être d'extrême gauche, qu'est-ce que c'est? Être d'extrême droite, qu'est-ce que c'est? Bien entendu, voilà, quand on raconte ça, on n'est pas neutre, mais personne ne l'est. Dans tous les cas, on peut essayer de tendre à une neutralité, mais ça n'existe pas réellement sur ce genre de sujet. Donc voilà, j'expliquerai ça, et après, en fait, souvent, moi, ce que j'essaye de faire, enfin, ce que j'essayais de faire quand je militais, du coup, extérieur à Sciences Po, en fait, j'essayais de partir de la situation des personnes. En fait, quand on allait faire des porte-à-porte dans des cités universitaires, en fait, j'essayais de d'abord écouter la personne et de dire, mais, enfin, quelles sont tes conditions de vie dans ce lieu-là? Est-ce que, il y a une insalubrité? Est-ce que, il y a un problème de taille, un problème de logement? Et tout ça, c'est politique, en fait. Et c'est justement ce que j'essayais d'expliquer. C'est de dire, si tu vis ce type de situation, dans ce type de logement, c'est une situation politique et c'est une situation qui peut être réglée si on s'insurge et qu'on essaye de porter, on va dire, la question au pouvoir public. Et c'est du coup ce que j'essayais de faire, en fait. C'est vraiment partir de la situation de la personne, l'élargir en disant que en fait sa situation est politique et que toute situation est politique. Voilà. Pourquoi est-ce que tu t'engages en politique? Alors je m'engage soit en politique, alors par romantisme. Toujours. Voilà, toujours. Je reste un idéaliste, je reste un romantique, je reste curieux. Et oui, elle peut être hyper décevante, hyper blessante avec ces comportements-là, mais si demain j'abandonne mon idéal de refondation du monde et mon idéal romantique, je suis plus moi-même. Hein. Alors j'en ferai peut-être autrement, par de la métapolitique, par de la culture, par de l'engagement sociétal, comme je suis en train de faire. Mais en fait, je lâcherai jamais. Donc vive le romantisme. Je pense que c'est assez compliqué. Parce qu'en règle générale, quand on s'engage, on conscientise pas vraiment les raisons de pourquoi on s'engage. Je pense que moi, quand je me suis engagée il y a maintenant 3 ans, à peu près, ouais. En fait, je me suis engagée parce que j'avais vu qu'il y avait une sorte de souffle d'espoir et que je me suis dit, peut-être qu'à mon échelle, je peux changer les choses sur le terme des idées. Parce qu'en fait, c'est assez compliqué quand t'as des opinions qui sont assez fortes, dans le sens où en fait tu vis un peu en dissonance cognitive. Et c'est cette dissonance cognitive qui fait que, en fait, t'as l'impression que le monde dans lequel il est pas forcément en accord avec ce que tu vis, avec ce que tu ressens. Et en fait, tu ne te vois pas forcément évoluer dans une société dans laquelle il y aurait tant d'inégalités, il y aurait tant d'injustices. En fait, je pense que ça part aussi de l'empathie et de la sensibilité. Enfin, moi, en tout cas, c'est parti de là. Et une fois que tu conscientises cette sensibilité, cette empathie, en fait, ça devient un passage obligé, j'ai envie de dire. Là, honnêtement, je me verrais pas ne pas militer. Je me verrais pas ne pas essayer de convaincre les gens. Enfin, même si bon, oui, c'est un peu chiant pour la plupart des gens, mais en fait, je me verrais pas ne pas faire ça dans le sens où ça devient vital. En fait, à un moment donné, tu te dis, oh, ça peut être sympa de s'engager parce que j'ai vraiment envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Je pense que c'est vraiment l'idée que les gens se font au tout début. C'est vraiment essayer de, à mon échelle, essayer d'apporter quelque chose, de convaincre des gens ou même d'éduquer en règle générale sur les idées auxquelles tu adhères. Et après, en fait, plus tu fais, plus ça devient vraiment une question nécessaire et vraiment un pan de ta personnalité qui est nécessaire, dans le sens où en fait tu ne te vois plus tu ne te vois plus rester passif face à ces situations. Tu ne te vois plus ne pas te battre pour toutes les injustices qu'il y a dans le monde. Et donc ça devient vraiment nécessaire. Voilà.
Au fil de ces rencontres, un élément est clairement ressorti. Il n'existe pas une manière de s'engager. Certains sont influencés par leur histoire familiale, d'autres construisent cet engagement au gré des rencontres et de leurs expériences. Malgré ces différences, tous partagent une seule volonté: agir à leur échelle. L'engagement ne se limite pas uniquement à l'adhésion à un parti politique, mais peut prendre plusieurs formes. Le militantisme, le débat, la sensibilisation ou simplement la participation à la vie collective. Alors pourquoi s'engage-t-il? N'est-on engagé ou le devient-on avec le temps? Il semblerait qu'il n'y ait pas de réponse exacte à ces questions. Ce qui est certain en revanche, c'est que l'engagement raconte toujours quelque chose de notre rapport au monde et à la société dans laquelle nous vivons.